Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir une toute petite boîte, un petit jeu, un petit casse-tête bien délectable, jeu qui se joue seulement en solitaire. Je vous parle des 12 travaux d'Hercule. Toute petite boîte, mais oh là là, le casse-tête est bien présent dans ce jeu, un casse-tête qui sera progressif. Donc, vous allez dans ce jeu passer à travers l'histoire d'une thématique de mythologie grecque en lien avec Héraclès, avec Hercule, qui devra réaliser 10 travaux pour prouver qu'il peut devenir un dieu, autrement dit. Et en réalité, vous allez en faire plus que 10. Mais bon, ça c'est de la thématique, vous allez voir. Chaque travail, chaque épreuve va représenter un petit casse-tête. Vous allez avoir une part de hasard parce que chaque casse-tête va se résoudre avec des dés que vous allez devoir lancer, mais vous aurez de plus en plus de méthodes, de façons de mitiger, de modifier, d'altérer vos résultats, plus la partie va avancer. À chaque fois que vous allez arriver face à une épreuve, vous aurez un peu de thématique sur le contexte de cette épreuve. Et le jeu va se déployer comme ça d'une épreuve à l'autre, vous offrant des casse-têtes de plus en plus variés, de plus en plus vastes et de plus en plus complexes qui vous amèneront à vous creuser les méninges. Alors aujourd'hui, je vous propose une session de jeu. On va passer à travers les 5 premières épreuves. Volontairement, je vais m'arrêter à ce moment-là si on est toujours vivant, parce qu'il y a quelque chose de spécial à découvrir les épreuves pour la première fois quand on y joue. Alors, je crois qu'après les 5 premières épreuves, vous aurez déjà un bon aperçu de comment le jeu se joue et de comment les épreuves deviennent de plus en plus complexes. Sans plus attendre, on y va! Nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire des 12 travaux d'Hercule. Toute petite boîte, pas beaucoup de matériel dans celle-ci, mais un gros casse-tête, en fait plusieurs casse-têtes qui nous attendent. Alors, pour ce qui est de la mise en place, parce que là présentement vous avez carrément tout le matériel du jeu devant les yeux, on y va avec la mise en place. Donc on se fait un peu de place. Premièrement, on va avoir besoin de cette carte tout au long de la partie qui va avoir d'un côté la piste de points de vie. On commence donc au max. Et de l'autre côté, la piste de divinité. Si on perd tous nos points de vie et qu'on atteint la tête de mort, c'est terminé. Notre aventure vient de se terminer. On est mort. Et pour gagner la partie, on doit réaliser tous les travaux qu'on va rencontrer. On doit tous les remporter. Et en plus, on doit finir la partie avec notre marqueur de divinité tout au haut de la piste. Alors, on incarne Hercule, Héraclès, et en tant que demi-dieu, on veut faire nos preuves, on veut devenir une divinité et avoir rien de moins qu'une place, un trône sur le mont Olympe. Donc pour ça, on va devoir réaliser les travaux, qui sont des épreuves, et en plus, terminer la partie avec un niveau de divinité au maximum. Alors on met ça de côté, on y reviendra pendant la partie. On va également avoir notre carte de départ qui est l'arc d'Hercule. Alors, on va placer ça juste ici. On va avoir 4 cartes comment on les appelle, les cartes de morale spéciale avec des fantômes et la force d'Atlas. On met ça de côté. On a finalement d'autres cartes de morale ici qui sont différentes. Donc, ce sont les cartes qui vont commencer dans notre deck, dans la partie, alors que ces cartes-ci vont être ajoutées éventuellement. Normalement, dans le jeu, à chaque épreuve, on pioche une carte, on applique les effets pour la manche en cours et la carte est remélangée dans le paquet, donc c'est possible de la revoir plus tard. Toutefois, plusieurs membres de la communauté ont proposé une petite règle maison que j'aime bien. Une fois qu'on dévoile une carte
pour une épreuve, on la défausse après, donc elle ne reviendra pas. Ça évite que des cartes, parce que ça c'est 100% du hasard puisqu'on les mélange, ça évite que des cartes hyper négatives arrivent très souvent et ça évite que des cartes positives arrivent trop souvent aussi. Alors, ça nous assure de voir chacune de ces cartes une seule fois durant la partie, plus les cartes qui seront possiblement ajoutées. Alors, on va y aller avec la variante maison. Donc, on va voir ces cartes-là une seule fois durant notre aventure. Allons-y maintenant avec la prochaine étape de la mise en place qui est de choisir notre difficulté. Alors, on a ces dés-ci qu'on pourra récupérer en cours de partie, mais on ne commence pas avec tout ça. En fait, le nombre de dés avec lequel on commence dépend du niveau de difficulté. Si on est au niveau de difficulté le plus simple, le plus facile, le niveau humain, on commence avec 5 dés, 4 dés pour le niveau demi-dieu et 3 dés pour le niveau divinité, donc Dieu. Pour les besoins de cette vidéo, puisque je veux me rendre au moins jusqu'à la 5e épreuve, que je veux vous montrer le plus de possibilités possibles avec les dés, on va y aller avec le niveau de difficulté le plus faible, le niveau humain. On commence avec 5 dés. Voilà, il nous reste seulement une étape, c'est pas bien compliqué, c'est le deck d'épreuves, donc qui est numéroté en ordre. On va toujours affronter les épreuves dans le même ordre, à moins de jouer avec la variante qui nous permet de commencer à n'importe quelle étape, mais on y va comme de façon thématique, avec l'histoire, un peu comme si on vivait une campagne, une aventure. On commence donc avec la première étape. Juste ici, et je mets ça de côté. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour commencer maintenant. Alors, on est là d'un point de vue thématique Hercule et on veut donc réaliser 10 travaux pour prouver qu'on est une divinité, qu'on peut avoir notre place sur un trône directement sur le mont Olympe. Et on se fait proposer donc des épreuves. Il y aura Héra qui nous souhaite d'échouer à ces épreuves. Et la première épreuve, c'est celle du lion de Némée. Alors, on a les cartes ici thématiques que je vais vous lire dans une petite traduction libre. Alors, on commence avec notre première épreuve. Le premier des travaux imposés à Héraclès par Éristée, qui est un roi, qui va être celui qui va nous dicter les différentes épreuves, était de tuer le lion de Némée. Progéniture de Typhon et d'Échinida, cette bête féroce avait une peau impossible à percer et terrorisait la région. En route vers Némée, Héraclès rencontra un homme nommé Molorchos, qui lui offrit l'hospitalité pour la nuit. Il proposa aussi de faire un sacrifice pour lui souhaiter la victoire contre le lion. Héraclès lui dit d'attendre. S'il revenait victorieux, ils feraient ensemble un sacrifice en l'honneur de Zeus. Mais s'il ne revenait pas dans les 30 jours, Molorchos pourrait alors faire un sacrifice pour lui rendre hommage comme à un héros tombé au combat. Héraclès partit ensuite à la recherche du lion pendant plusieurs jours. Quand il finit par trouver la bête, il banda son arc et tira une flèche. Comme cet arc était un cadeau d'Apollon lui-même, il était convaincu que rien ne pouvait empêcher la flèche d'atteindre sa cible, mais les rumeurs étaient vraies. La peau du lion était vraisemblablement impénétrable et la flèche rebondit sans lui faire le moindre mal. Héraclès comprit alors qu'il devrait compter uniquement sur sa force brute. Il poursuivit le lion jusque dans une caverne et l'affronta au corps à corps. Il frappa plusieurs fois avec sa massue, mais le lion ripostait toujours avec une force terrible, ses crocs et ses griffes déchirant tout sur leur passage. Au cœur du combat, Héraclès réussit à l'encercler de ses bras et à l'étrangler jusqu'à ce qu'il s'effondre, mort.
Avec les griffes extrêmement tranchantes du lion, Héraclès dépeça ensuite la bête et utilisa sa peau comme une armure. Sur le chemin du retour, il retrouva son ami Molorchos et ensemble ils accomplirent le sacrifice promis à Zeus, ce qui rendit Héra encore plus furieuse contre Héraclès. À son retour, portant la peau du lion sur ses épaules, Eurysthée fut tellement terrifié qu'il ordonna à Héraclès de rester à l'extérieur des portes de la ville. À partir de ce moment, les prochains travaux lui seraient annoncés par un messager. Alors, on a ici un peu de contexte sur comment on reçoit l'épreuve, comment ça s'est passé et ce qui se passe une fois qu'on l'a accompli. Mais ça, c'est conditionnel à ce qu'on réussisse l'épreuve. Alors, je vais mettre le deck d'épreuves de côté pour ne pas nous gâcher ce qui s'en vient. Et on a ici notre première épreuve qui représente le lion de Némée, première épreuve. Alors, on doit mettre en place les éléments sur la carte. On a le dé de points de vie, la créature commence à 6 points de vie. Et je vous explique un peu comment le jeu va se procéder. On va commencer par piocher une carte de morale. On va faire ça tout de suite. Alors, notre première carte de morale, c'est qu'on est hanté par nos souvenirs et nos actes passés. Bon, bref, si vous connaissez un peu la thématique de Hercule, tout l'univers mythologique grec de ce personnage, vous savez que, bon, il a causé indirectement la mort de sa famille. Alors, oui, c'est possible qu'il soit hanté par ces événements. On perd donc un point de vie avant même de commencer notre épreuve. Et on va défausser cette carte pour le moment. On va donc mettre ce paquet, on peut le laisser là pour l'instant. Donc, ensuite, on va lancer nos dés. On va décider comment répartir nos dés. On peut utiliser des emplacements bleus. On peut utiliser des emplacements dorés qu'on n'a pas non plus, qu'on n'a pas de disponible pour l'instant. Ou on peut infliger des points de dégâts sur la carte. Pour gagner l'épreuve, on doit réussir à tuer, dans ce cas-ci, le lion, donc amener ce dé à une valeur de 0. Le dé, à chaque fois qu'une manche va se terminer, que le lion ne sera pas mort, le lion va progresser, son dé va progresser sur la carte d'une case à l'autre, nous infligeant des points de dégâts et d'autres conséquences. Si le dé se rend jusqu'à la dernière case, eh bien, on meurt. Le lion nous tue, peu importe s'il nous restait des points de vie à ce moment-là. Pour infliger des points de dégâts au lion, donc premier casse-tête, vous allez voir, les premiers sont assez simples, ça se complexifie plus tard. Pour infliger des dégâts au lion, on doit obligatoirement obtenir des 5 ou des 6. Et on a cet emplacement ici qui va nous permettre de mitiger un peu la valeur des dés. Un dé qu'on va placer là-dessus, on pourra effectuer un plus ou moins 1 à condition de se blesser nous-mêmes. Vous devez savoir qu'un 1 peut devenir un 6 et un 6 peut devenir un 1 lorsqu'on utilise une case comme celle-ci. Allons-y gaiement en lançant nos dés à l'instant. Alors ça, c'est pas un très bon premier lancer. On n'a rien qu'on peut utiliser instantanément. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre 1 en 6. Ça va nous coûter 1 point de vie de faire ça. On peut seulement le faire une fois. On va utiliser notre 6 pour infliger 1 point de dégâts au lion. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour lui infliger du dégât. Alors, on récupère nos dés. Le dé progresse et on perd un autre point de vie. Et on recommence puisque le lion est encore là et nous aussi. Alors, on y va. Cette fois-ci, on obtient un 6. Rien d'autre pour l'instant. Alors, on va encore une fois, transformer notre 1, ou on pourrait être original, on pourrait transformer notre 4 en 5. Ça va nous coûter un point de vie de faire ça. On inflige ensuite nos dégâts. Donc, tous les dés qui sont dans des emplacements bleus peuvent être utilisés et ensuite utilisés pour infliger du dégât. Il tombe à 3. On progresse. On perd un point de vie. On récupère nos dés et on recommence. Donc, vous allez voir qu'au début, l'épreuve n'est pas très difficile, mais il y a une grande dose de hasard quand même. Plus les épreuves vont se complexifier, plus on aura de manières de manipuler nos dés.
OK, on veut lui faire 3 points de dégâts. On peut faire ça. On peut faire ça, mais est-ce qu'on le veut? Parce qu'on pourrait le tuer, mais on perdrait un point de vie. Si on attend, il ne va pas... Je crois qu'on est mieux d'attendre. Parce que si on attend... Oh, je suis tenté d'attendre. Ouais, on va attendre. En fait, on ne va pas utiliser notre arc, on va lui infliger directement 2 points de dégâts. Alors, il tombe à 1. Il ne meurt pas. On aurait pu le tuer. Et vous allez voir pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire. Le dé progresse, et ça, c'est le symbole de régénération. Alors, il va reprendre 1 point de vie. Et pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire, c'est que j'espère que dans cette manche, je réussisse à lui infliger 2 points de dégâts sans utiliser cette habilité. Ça m'éviterait de perdre un cœur. Alors, ce serait vraiment génial si j'avais un 5 et un 6. Ah non, malheureusement. Alors, on a notre 6, on n'a pas notre 5, alors on n'aura pas le choix de manipuler notre dé ici pour aller chercher un 5. Ça va nous coûter 1 point de dégâts faire ça, parce que sinon, oh que non, on ne veut pas subir 2 dégâts supplémentaires. Alors, on le tue, il est mort. Et ce qui est cool, c'est qu'on récupère notre récompense. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Vous vous souvenez de l'histoire? On récupère sa fourrure, sa peau impénétrable. On a des récompenses immédiates. On va se soigner de 2 cœurs, génial. Et maintenant, on a des opportunités nouvelles. On peut, en plaçant un dé ici, si le dé est de valeur 6, il peut devenir un 3. Et vice-versa, un 3 peut devenir un 6. On peut placer n'importe quelle valeur de dé ici pour obtenir un bouclier. Le bouclier va nous permettre de bloquer une attaque. Alors, on va venir glisser ça comme ça ici pour nos nouvelles opportunités. À chaque fois qu'on va réussir une épreuve, on aura des récompenses qui vont nous donner différentes opportunités. Alors, c'est génial, on a terminé, on y va maintenant avec notre prochain adversaire, deuxième épreuve, qui sera l'hydre de Lerne, l'une de mes créatures, sinon ma créature favorite dans la mythologie, du moins dans l'histoire de Hercule. Et on a ici notre thématique. La deuxième mission confiée à Héraclès par Eurysthée était de se rendre dans les marais de Lerne afin de tuer l'hydre, un monstre qui ravageait les troupeaux des fermes avoisinantes. Le célèbre argonaute Iolaos conduisit le char d'Héraclès jusqu'aux sources d'Amymonée, réputées pour être le repère de l'effroyable hydre de Lerne à 9 têtes. À leur arrivée, tout semblait étrangement calme. Sans se laisser intimider, Héraclès tira des flèches enflammées dans l'antre du monstre jusqu'à ce que ses 9 têtes surgissent et se jettent sur lui. Le combat fut terrible. Héraclès fracassait les têtes de l'hydre à coups de massue, tandis que ses longues queues s'enroulaient autour de lui pour l'empêcher de s'échapper, mais chaque fois qu'il écrasait une tête, 2 nouvelles repoussaient à sa place, encore plus monstrueuses que la précédente. Héraclès demanda alors à Iolaos d'incendier la forêt voisine et de lui apporter des branches enflammées afin de cautériser chaque gorge aussitôt qu'il trancherait une tête. Maintenant, Héra observait le combat avec avidité. Voyant Héraclès prendre l'avantage, elle envoya à son secours un crabe géant, Carchinos, allié de l'hydre et lui aussi enfant d'Echnida. Le crabe se précipita vers Héraclès, s'agrippa à lui et lui mordit la chair. Ce ne fut guère plus qu'une distraction. Héraclès leva son puissant pied et écrasa la créature, ne laissant qu'un tas de morceaux de carapace. Peu à peu, toutes les têtes furent cautérisées, sauf la dernière, la 9e, qui était immortelle. Héraclès l'arracha du corps couvert de sang de l'hydre et l'enterra sous un énorme rocher. Avant de repartir, il ouvrit le corps du monstre et trempa ses flèches dans son sang empoisonné, leur donnant ainsi un venin mortel. Victorieux, Héraclès et Iolaos retournèrent en char jusqu'aux portes de la ville. Là, le messager d'Eurysthée annonça à Héraclès que cet exploit ne compterait pas
parmi ses 10 travaux, puisqu'il avait reçu l'aide d'Iolaos et ne l'avait donc pas accompli seul. Depuis le mont Olympe, Héra éclata de rire. Elle plaça alors dans le ciel la tête de l'hydre et de Carquinos, où il brille encore, chaque nuit dans le ciel du printemps, donc des constellations. Alors oui, à la base, Hercule doit réaliser 10 travaux, mais à cause des petites manipulations de l'ennemi, il va finir par en réaliser plus que ce qu'il ne devait. Alors ça, c'est notre épreuve, et comme je vous le disais, on va affronter l'hydre. Alors, l'hydre commence avec 6 points de vie. Encore une fois, un casse-tête assez simple. On a une piste un peu plus longue. L'hydre va se régénérer à chaque tour, à chaque manche. Une nouvelle tête va pousser. Mais pour la vaincre, pour lui faire des points de vie, des points de dégâts, pardon, on doit assigner des 6. Voyons voir notre modificateur pour l'épreuve. Oh, OK. Alors, c'est une des pires cartes. On subit 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne la reverra pas. Donc, vous voyez à quel point ça peut être frustrant avec le hasard si, je ne sais pas, dans vos 3 premiers affrontements, puisqu'on doit toujours les remélanger, c'est ça qui sort à chaque fois. Après 3 affrontements, vous avez perdu 9 points de vie sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je préfère la petite manipulation, la petite modification maison de les défausser. Maintenant, on y va avec notre premier lancer. Et comme vous le constatez, on n'a toujours pas de façon de monter en divinité. Ça viendra un peu plus tard. Oh, OK. Alors, c'était pas ce qu'on voulait. Pas du tout. Par contre, on peut modifier un 5 pour qu'il devienne un 6. En fait, on veut même pas faire ça. Non. En fait, on va rien faire ce tour-ci. Oh, on va carrément gaspiller, parce que même si je faisais ça, je lui ferais un point de dégâts, mais elle va se régénérer le tour d'après. À la place, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un dé ici pour bloquer au moins le dégât qu'elle va nous faire. On n'a pas de 3 non plus pour les transformer en 6. Alors, la manche se termine comme ça. L'hydre nous inflige un point de dégâts qu'on bloque. Elle se régénère, mais elle est déjà à son maximum de points de vie. Alors, on recommence. Et c'est comme si c'était le premier tour de jeu. Alors, allons-y avec nos nouveaux lancers. On a juste ici 2 6. On a un 5 et on a un 3. Alors, on va placer notre 3 ici, qu'on va transmuter en 6. Notre 5, on va venir le placer ici. On va perdre un point de vie. Ça va devenir un 6. Et notre 1 s'en va là. On inflige maintenant nos dégâts. Alors, tout ça, ça s'en va sur l'hydre. On lui balance 4 de dégâts dans la tronche, dans les tronches. Maintenant, l'hydre est toujours vivante. Elle nous attaque. On bloque et se régénère de 1. OK, on continue. Ce sera un tour semblable si on ne réussit pas à la vaincre. On a beaucoup de 3. Oh, non, c'est pas terrible ça. Au maximum, ce qu'on peut faire, c'est transformer un 3 en 6. Plus ou moins 1, ça ne change rien. On va au moins bloquer son attaque. Alors, on lui fait perdre un point de vie, mais de toute façon, avec ça, mais de toute façon, elle va le régénérer ici. Elle nous attaque, on le bloque. Là, il a 2 régénérations. Là. On veut éviter ça le plus possible. Alors, let's go, il nous faut des 6. On a un 6 ici et on en a un autre là. 1, 2, 3. Génial. Alors, 3 points de dégâts, c'est réussi. L'hydre nous donne son sang parce qu'on va tremper nos flèches dans le sang qui est venimeux de l'hydre. On récupère en récompense instantanée un dé supplémentaire. Génial, on tombe à 6. Et on a 2 capacités de relance, alors 2 opportunités pour rebrasser des dés, comme ceci. Et ce n'est pas tout. Côté thématique, comme indiqué sur notre arc, une fois qu'on a vaincu l'hydre de l'herbe, on retourne la carte et on a maintenant
des flèches empoisonnées trempées dans le sang de l'hydre. L'habileté reste la même, c'est vraiment juste comme visuellement thématique. Alors, on met ça là. Et on est rendu à notre troisième épreuve qui va être la biche de Sérigny. Alors, voyons voir. On l'a juste ici, notre épreuve. Allons-y pour la thématique. Pour son troisième travail, Eurysthée ordonna à Héraclès de retrouver la biche de Sérigny et de la ramener vivante. Ce magnifique cerf au pelage roux consacré à Artémis, la courageuse et habile déesse de la chasse, faisait l'objet de nombreuses légendes parmi les mortels. On disait qu'elle portait des bois d'or, un splendide pelage tacheté, qu'elle courait plus vite que le vent et qu'elle soufflait même du feu. Quelles que fussent les histoires racontées à son sujet, tous s'accordaient pour dire qu'elle était la merveille céleste de Sérigny. Malgré sa réputation d'homme téméraire et brutal, Héraclès savait qu'il ne pourrait jamais se résoudre à faire du mal à une créature aussi majestueuse. Il se mit donc en route vers Sérigny, tous ses instincts de chasseur en éveil. Lorsqu'il trouva finalement le cerf, ce dernier leva la tête, reniflant le vent et découvrant la présence d'Héraclès avant de détaler. Mais elle ne faisait pas que courir, c'était comme rapide comme l'éclair, vraiment. Le cerf traversait à toute vitesse les forêts et les montagnes d'Arcadie avec Héraclès juste derrière lui, déterminé à accomplir sa pénitence. Pendant une année entière, la poursuite continua sur d'innombrables kilomètres. Une année entière, imaginez, jusqu'à ce que le cerf atteigne enfin une rivière et s'y arrête. Arc en main, Héraclès contempla la créature majestueuse, le cœur lourd et les yeux humides. Avec précaution, il leva son arc, visant seulement à la blesser, puis décocha une flèche. Elle atteignit sa cible et le cerf s'agenouilla de douleur devant lui. Héraclès posa doucement l'animal sur ses épaules et prit le chemin du retour vers Eurysthée. Mais peu après, il fut arrêté et se trouva face aux divins jumeaux Artémis et Apollon. Artémis, qui détestait les hommes et furieuse de son geste, voulut le frapper pour le mal qu'il avait infligé au cerf. Rapidement, Héraclès expliqua ses intentions et son destin, comment il avait perdu la raison et tué sa famille, comment l'oracle de Delphes l'avait placé sur cette voie et comment Eurysthée était responsable de l'épreuve qu'il accomplissait. La pitié d'Artémis fut prudente, mais elle vit la souffrance qu'il portait et qu'il devrait encore endurer. Alors elle guérit la blessure du cerf, bénit Héraclès et lui permit de terminer son épreuve, son travail. Très bien. Alors, on a maintenant le cerf juste ici. On va piocher une carte, sinon je vais l'oublier. Alors, oh, OK. Alors, c'est une des meilleures, selon moi. Je suis déçu qu'elle survienne lors du tour du cerf. C'est pas grave. Alors, ça nous offre une opportunité. On est féroce dans cette épreuve. Alors, on va pouvoir placer un dé ici, n'importe quel dé, et il va pouvoir devenir de n'importe quelle valeur. Ça nous donne un joker. La biche commence avec 6 points de vie. Et le but n'est pas de la tuer, mais vraiment de la blesser. Mais on doit quand même là, amener le dé jusqu'à 0 pour qu'elle se laisse approcher. On ne peut pas mourir, elle ne peut pas nous tuer, en fait. Il n'y a pas de tête de mort comme les épreuves précédentes, mais on pourrait mourir si nos points de vie tombent quand même à 0, ou si on perd tous nos dés. Alors ça, c'est un symbole qui nous fait perdre des dés uniquement pour cette épreuve. On les récupère à la fin si on a triomphé. Pour infliger 1 point de dégâts au cerf, on doit utiliser 2 dés de valeur identique. Alors, on y va. On balance on a quoi? On a 6 dés. On y va. OK, on a déjà une paire de 6 ici, et c'est tout. Ce qu'on peut faire plusieurs choses quand même. On va transformer notre 3 en 6. Ici. On va transformer notre 5 en 6. Ici.
Ça va nous coûter 1 point de vie faire ça. On va ensuite transformer notre 1 en 4. J'aurais pu relancer, mais je préfère utiliser une certitude parce qu'on ne peut pas relancer puis relocaliser le dé sur un autre emplacement bleu. Alors maintenant, j'inflige mes dégâts. Donc, j'ai 3 dégâts, 3 paires. Et voilà. Prochaine manche, le cerf va se régénérer. Et on rebalance nos dés. Voyons voir nos paires. On a déjà des 4 ici, des 5 ici. OK, on pourrait relancer. Ah ben non, on est féroce, c'est vrai. C'est vraiment le meilleur effet. Alors, on va transformer notre 2 en 6. Et comme je le disais, c'est vraiment génial lorsqu'on joue avec les règles habituelles, qu'on remélange les cartes, mais c'est possible qu'on l'ait souvent, donc ça nous facilite la tâche. Mais là, on l'a utilisé, on ne la reverra pas de sitôt. Alors, on inflige encore 3 points de dégâts. Le cerf n'est toujours pas mort. On récupère nos dés. Et là, on a un choix. On doit décider de quel côté on veut que... attendez, non, on n'a pas de choix ici. Non, parfois, on a des choix, mais ici, on doit suivre l'éclair. Alors, on doit aller de ce côté. On perd un dé. Alors, on perd un dé, mais on va le récupérer à la fin de l'épreuve. Oups, attendez. Bon, on y va. Donc, on a une paire ici. Bon, je crois qu'on va y aller directement avec ça. De toute façon, on n'a pas d'autre chose à utiliser. On a une paire. Le cerf est capturé. On récupère nos dés. Ça, c'est maintenant défaussé. On ne la reverra pas de sitôt. Et qu'est-ce que le cerf nous donne? C'est en fait la bénédiction d'Artémis, comme on a lu dans la thématique, qui nous redonne instantanément 3 cœurs. C'est pas de refus. Et notre première opportunité pour aller récupérer la divinité. On va placer ça juste ici. Maintenant, on va pouvoir sacrifier des 4 qu'on va venir placer ici pour monter d'un emplacement en divinité. N'oublions pas qu'on veut terminer la campagne ou l'aventure au top et rien de moins. On y va pour notre prochaine épreuve qui, oh là là, est un bon défi parce que cette fois-ci, on s'apprête à affronter le sanglier d'Érimante et c'est notre première épreuve composée de 2 cartes. Je dis première épreuve parce qu'il y en a plusieurs et il y a des épreuves qui ont beaucoup plus que 2 cartes en réalité. Alors, on y va avec notre thématique pour ce qui est de cette épreuve, le 4e. Ah oui, 4e épreuve. 4e travail imposé par le roi Eurysthée consistait à capturer le sanglier féroce qui vivait au sommet du mont Érimante. Chaque jour, l'animal dévalait la montagne en grognant et en soufflant, ses défenses prêtes à tuer, animé d'une colère incontrôlable qu'il poussait à tout dévaster sur son passage. Après avoir vaincu le lion de Némée et l'hydre de Lerne, Héraclès se dit qu'un simple sanglier ne devrait pas être si difficile à capturer. Convaincu que cette mission serait facile, il fit un détour pour se rendre visite à son ami le centaure Pholos. Pendant qu'ils mangeaient et évoquaient leurs souvenirs, Héraclès eut soif et demanda qu'on ouvre le vin. Pholos hésita. Le vin des centaures est beaucoup plus fort que le vin ordinaire et il est réservé aux centaures. Mais Héraclès insista. Il ouvrit lui-même la jarre et but à satiété. Il ignorait que l'odeur du vin s'échapperait de la grotte. Un troupeau de centaures qui se trouvait non loin de là sentit les effluves du vin et, furieuse de voir un homme boire leur vin, arriva armé de rochers et de troncs d'arbres. OK. Héraclès, déjà bien échauffé par l'alcool, leur lança des bûches enflammées avant de se lancer à leur poursuite. Mais les centaures étaient rapides. Il prit alors son arc et décocha plusieurs flèches. L'une d'elles blessa le centaure immortel, Chiron, maître de la guérison et ancien mentor du grand Achille. Comme les flèches étaient enduites du venin de l'hydre, Chiron souffrit d'une douleur insupportable. Finalement, c'est un accord entre Prométhée et Zeus qui lui permit d'être délivré de son immortalité
et de mourir, sinon il était condamné à souffrir à cause du poison, du venin. Pholos, intrigué de voir qu'une si petite flèche pouvait infliger une grande souffrance, en ramassa une pour l'examiner. Mauvaise idée, elle lui échappa des mains, lui transperça le pied et le tua sur le coup. À son retour, Héraclès découvrit le corps sans vie de son ami. Après l'avoir enterré, il reprit sa quête. Lorsqu'il arriva près du sanglier, il était rempli de désespoir et de haine envers lui-même. Il poussa un cri terrible et poursuivit l'animal autour de la montagne jusqu'à ce qu'il soit si terrorisé qu'il se cache dans un fourré. Héraclès n'eut alors aucun mal à le retrouver et à le capturer. En voyant Héraclès revenir bouleversé, partagé entre la tristesse et la colère, portant sur son dos l'énorme sanglier enragé, Eurysthée fut pris d'une grande peur panique et s'enfuit aussitôt. Alors, une épreuve qui, thématiquement, s'est bien passée, mais qui a été plus lourde de conséquences psychologiques à cause des événements autour. Alors, on va commencer par piocher notre carte et on obtient abattu. Alors, une carte négative, on perd un dé pour la durée du travail, de l'épreuve. Je trouve ça un peu étrange qu'il n'ait pas choisi le même symbole que ça, là, mais après vérification dans les règles, ça veut vraiment dire la même chose. Alors, on perd un dé seulement pour cet affrontement. Alors, on met ça là, on s'en débarrasse. Et maintenant, le sanglier a 2 pistes de points de vie, 2 dés de points de vie qui commencent tous les deux à 3. Le postérieur et la tête. Donc, c'est les deux côtés qu'il va utiliser pour nous attaquer. Donc, ses défenses et ses pattes postérieures. Les dés vont progresser simultanément sur les pistes en se rendant vers la tête de mort, vont nous infliger donc des conséquences. On va devoir soit appliquer nos dés ici, là, ou les répartir, mais pour descendre les points de vie de ces dés, on a des casse-têtes un peu différents à réaliser. Donc, pour ce dé-ci, on doit utiliser le nombre de dés qu'on veut, mais leur somme doit égaler à 12 exactement. Et pour ce dé-là, on doit utiliser 3 dés et la somme des 2 premiers doit égaler la valeur du troisième. OK. Alors, allons-y avec un dé en moins. On en a 5. 6 dés, ça allait bien là, pour l'instant. Alors, on a ici nos dés. Est-ce qu'on a quelque chose qui fait 12? Oui. On a ça ici qui fait 12. Malheureusement, ouais, c'est ça qui est étonnant. Avec notre 6e dé, on aurait pu optimiser et essayer d'avoir 3 dés de chaque côté. Là. En fait, ça serait possible de lui faire mal avec seulement 2 dés si on avait un double 6. On a un 3, on peut faire ça. En fait, notre 3 pourrait devenir un 6 et on pourrait essayer de relancer ces dés pour avoir quelque chose de différent ici. Ou est-ce qu'on avait déjà... Ouais, on pourrait. On va faire ça. Alors ça va devenir un 6. Ensuite, on va relancer ce dé. On peut y aller un à la fois. Alors, on va relancer ce dé. On va espérer avoir un 2. C'est un autre 4. Alors, on a un 4 assuré. On va relancer celui-là et on va espérer avoir un 2. C'est un autre 4. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va placer lui ici. Ouais, comme ça. Donc maintenant, nos dés qui sont dans des emplacements bleus ne peuvent pas être réassignés à d'autres emplacements bleus. Donc, je ne pourrais pas envoyer ça ici. Et je ne peux pas non plus les assigner à des emplacements dorés ensuite, seulement à du dégât. Mais ceux-là ne vont pas nous servir pour du dégât. Alors, on va utiliser ces deux-là pour diminuer la valeur de ce dernier. Ensuite, les dés progressent. On perd 3 points de vie, mais on en bloque 1.
avec notre bouclier. Alors, on perd 2 points de vie, quand même. On est presque à la moitié de notre piste de points de vie. La bête est toujours vivante. On veut se débarrasser de ce dé avant qu'il commence à se régénérer. Alors, on balance tous nos dés. Ici, comme ça, ici, et on a un dé qui est à l'autre bout ici de la table. OK, donc on a déjà une formule mathématique ici. Et moi, c'est celui-là que je voudrais me débarrasser. Ugh! On pourrait avoir... Oh, attendez. Ça, je pourrais le transformer en 6. Ça nous ferait 12. Et ça ici, ça nous fait 10 pour l'instant. Si je pourrais peut-être relancer pour essayer... Ouais, on va essayer ça. Alors ça, on perd un point de vie. On le transforme en 6. Oh, attendez. Je reviens en arrière. J'ai déjà un 6 ici. Ouais, ça serait plus intelligent. Alors, j'ai déjà un 6 ici. Maintenant, comment je fais pour arriver à 12 avec ça? J'ai 5, 6, 7, 8. On va relancer notre 1 pour commencer. On obtient un 2. OK. On va relancer notre 2 maintenant. On obtient un 6. Est-ce qu'on peut se rendre à 12? Oh, on ne peut pas se rendre à 12. On a 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais on peut, oui, on peut diminuer notre 5 de 1, comme ça. Et là, on assigne. Donc ça va faire un point de dégâts. Et tout ça ici, ça va faire un deuxième point de dégâts. Le casse-tête est commencé, mes amis. Alors ça, on s'en est débarrassé. Et on vient de se débarrasser de la tête du sanglier, mais maintenant, on doit s'occuper de ses fesses. Alors, le dé, ici, va progresser. On n'avait pas de bouclier, donc on perd un point de vie. Ça va pas trop bien côté gestion des points de vie, là. Mais maintenant, on peut se concentrer sur un seul dé, au moins. On va perdre un dé au prochain tour. Est-ce qu'on a des sommes ici? Ouais, on a quelque chose. 5 plus 1 égale 6. C'est le maximum qu'on peut faire parce que on doit utiliser 3D pour infliger du dommage à celui-là. Ça va être sûr. Ça va être sûr. OK. Comment on va faire ça? En fait, si on fait un dégât, il est mort. Sinon, on est... OK, ça va être serré. Avec un dé en moins, ça ne sera pas facile. On va donc se bloquer. Ouais, on va bloquer avec ça. En fait, il n'y a rien à bloquer. Il n'y a rien à bloquer. Alors, on va relancer et on va espérer avoir 2-4. Non, on a des 3. OK. Alors, on lui fait un dégât. On récupère nos dés. Il avance. On perd un de nos dés. On obtient ça. Oh, on a un point de dégâts ici avec un 4. On va utiliser ça. Oui, on va bloquer ça ici. Pour l'instant, on ne va pas se concentrer sur la divinité. On va espérer pouvoir le faire plus tard. Un point de dégâts. Il nous attaque de 2, on en bloque 1. Et ça va pas très bien, les amis. Et là, on veut le tuer parce que là, on s'approche de la défaite, là. Alors, on balance nos dés encore une fois. On a tout ça ici. On l'a avec ça. Génial. 1 plus 5 égale 6. Il est mort. Et on récupère tous nos dés. OK. Alors, voyons voir notre récompense. Et cette fois, c'est spécial puisqu'on a 2 cartes. Eh bien, on a 2 choix. On n'a pas 2 récompenses, mais on a 2 choix. Dans les 2 cas, on va avoir du regret à cause de ce qui est arrivé à Pholos, notre ami le centaure. Dans les 2 cas, on va avoir les mêmes récompenses instantanées, le même événement, dont on reparlera dans quelques instants, mais ce qui change, c'est l'effet. Alors, soit on a 2 dés pareils qui nous redonnent 2 points de vie de la défense, ou bien le dé qu'on place ici, on perd 2 points de vie, mais maintenant, c'est comme si on avait 2 dés de cette valeur pour infliger des dégâts. C'est comme si j'avais 2-4. Alors, offense ou défense,
Dans la situation où on est, c'est la défense qu'on va prioriser. Alors, on n'aura pas cette carte-ci dans cette partie. On va obtenir nos effets immédiats. On gagne 2 cœurs. Un dé supplémentaire, on est rendu à 7, c'est pas de refus. Et on a un événement spécial. On va prendre notre deck de morale. On va retirer la carte Mélancolie. Alors, cette carte-ci, on ne la verra pas apparaître, mais on va la remplacer par le fantôme de Pholos. Fantôme de Pholos qui va nous obliger, lorsqu'on le tire, lorsqu'on le pioche, de cacher une carte récompense qu'on a récupérée précédemment. Donc, on ne peut pas utiliser une des cartes. Et ma petite variante personnelle, c'est qu'à chaque fois qu'on a une épreuve qui nous demande d'ajouter une nouvelle carte, c'est le moment justement où on reprend toutes les cartes que nous avions défaussées auparavant et qu'on les remélange. Ça évite, comme je vous disais, d'avoir toujours la même carte qui apparaît d'une épreuve à l'autre. C'est très frustrant de perdre un dé pour une épreuve, ça va. Pendant 3 épreuves d'affilée, c'est frustrant. Et on vient d'ajouter maintenant un nouvel événement. On a cette possibilité qui s'ajoute. Et là, ça ne va pas très bien pour notre divinité, ça ne va pas très bien pour nos points de vie. On arrive à la 5e, si je ne me trompe pas, ouais, la 5e épreuve qui va être les fameuses écuries d'Ogias. Alors, on y va avec cette carte-ci qui, on va répartir ça différemment. Ça, c'est notre épreuve, 2 cartes. Et ça ici, ce sera nos possibilités. Ah tiens, on va les placer comme ceci. Ouais, comme ça, comme ça. On va se garder de la place pour notre dé. Allons-y avec la thématique et je mets ça là pour ne pas oublier de piocher notre nouvelle carte. Voyons voir les écuries. Où sont-elles? Juste ici. Les écuries d'Ogias. Le 5e travail. Et sans doute le plus répugnant qu'Eurysthée imposa à Héraclès consistait à nettoyer les écuries du roi Ogias. On disait qu'Ogias était le fils d'un dieu immortel, peut-être Poséidon, peut-être Hélios, mais personne n'en avait la certitude. Une seule chose était sûre, il était immensément riche et sa fortune lui permettait de posséder d'immenses troupeaux d'animaux divins. Et vous vous doutez que nous allons devoir nettoyer tous les excréments de ces animaux. Connaissant cette richesse, Héraclès garda le véritable motif de sa visite secret. Il proposa plutôt à Ogias de nettoyer ses écuries en échange d'un 10e de son troupeau de bétail immortel. Ogias accepta, et tandis qu'Héraclès entreprenait cette tâche apparemment impossible, le fils du roi, Philée, le suivit pour assister à cet exploit hors du commun. Héraclès commença à pelleter le fumier et fit d'importants progrès. Mais chaque fois qu'il se retournait, les écuries semblaient de nouveau remplies d'un interminable amas d'excréments divins. Miam, j'adore l'image mentale. Exaspéré, il jeta sa pelle au sol et frappa les épais murs des écuries. Après avoir ouvert de larges brèches à chaque extrémité du bâtiment, il reprit sa pelle et se dirigea vers les fleuves Alphée et Pénée, tout proches. Pendant des heures, il creusa dans la terre dure et desséchée par le soleil jusqu'à détourner les cours d'eau. Les flots s'engouffrirent alors dans les écuries, traversèrent le bâtiment d'une ouverture à l'autre et emportèrent toute la saleté. Hurrah! En se massant les épaules douloureuses après cet effort intense, Héraclès retourna voir Ogias. Mais pendant son absence, Eurysthée avait envoyé un messager pour vérifier l'avancement de la tâche. Celui-ci avait révélé à Ogias que ce nettoyage faisait en réalité partie des travaux imposés à Héraclès par Eurysthée. À son retour, le roi refusa donc de tenir sa promesse. L'affaire fut donc portée devant des juges. Au cours du procès, Philée témoigna contre son propre père afin que la parole donnée soit respectée.
En représailles, Augias le bannit de son royaume. Philée partit donc fonder une colonie sur l'île de Dulichion. Héraclès se sentit coupable d'avoir entraîné Philée dans les conséquences de son propre destin. Plus tard, il revint, tua Augias ainsi que tous ses autres fils, puis rendit le royaume à Philée en guise de réparation. Lorsqu'Héraclès retourna auprès d'Éristée, celui-ci déclara que ce travail ne comptait pas. Selon lui, Héraclès avait été payé pour l'accomplir et de toute façon, c'était les eaux du fleuve, les eaux des fleuves qui avaient fait le travail à sa place. Alors vous voyez que ce sont des petits ratoureux Eurysthée et Héra qui ne veulent pas qu'on réussisse les travaux. Alors, un autre travail qui ne compte pas avec l'hydre, justement. On y va avec notre carte de modificateur. Oh yes! C'est notre état furieux. Une des meilleures cartes qu'on aura pour cette épreuve. C'est pas de refus. Encore une fois, on a deux pistes qui convergent vers la mort assurée. Ah oui, on va mourir enterré, asphyxié par les odeurs de fumier. On veut obtenir des 1 dans les deux cas pour faire avancer les deux fleuves. De ce côté, on a de la régénération, on perd des dés, on perd beaucoup de vie. De ce côté, on perd de l'avancement en divinité. Pour l'instant, on n'en a pas, mais il va vraiment falloir se concentrer là-dessus bientôt. Alors ça, c'est moins grave, quoique je voudrais qu'on progresse en divinité ce tour-ci. Ici, on a de la régénération. On va essayer de se débarrasser de celui-là d'abord. OK, allons-y. Alors, voyons voir, il nous faut des 1. On en a 1. On a beaucoup de 6. 2, 6, ici, ça peut nous redonner des cœurs. Un 6. Attendez, on peut relancer. Notre 3 va devenir, puisqu'on est féroce, va devenir un 1. On va relancer ces deux dés-là. Alors, le 6 ici va devenir un 1. Et ce 6-là va devenir un 3. OK. Je ne peux pas transformer mon 4 en quoi que ce soit d'utile, mais je peux l'utiliser comme bouclier. C'est le temps maintenant d'infliger nos dégâts. On en a 3. On va tous les balancer de ce côté. Ça disparaît. On gagne 2 points de vie. 1, 2. Génial. Les 2 dés progressent. On subit un seul point de dégâts puisqu'on en bloque 1. Et on récupère nos dés. On recommence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 1 ici. Un peu de tout ici. Bon, on a déjà 2 dés de valeur identique pour ça. Quoique, il nous faut des 4. Ça ici. On pourrait, attendez, avant de verrouiller nos 2, on va les garder de côté. On va relancer ce qui ne nous sert à rien. On va relancer notre 5 et notre 3 pour l'instant. Ouais, tout le reste, on le garde de côté. Alors, notre 5 va devenir un 2 et notre 3 va devenir un 3. Bon, ça sert absolument à rien. On va maintenant transformer notre 6 en 1. Ça va nous coûter 1 point de vie faire ça. On va balancer ça ici et notre 4 va devenir un 1 aussi. Maintenant, on inflige des dégâts, ça ne nous sert à rien. On en a 3. 1, 2, ça disparaît. Et 3. On récupère 2 points de vie. Génial. Il avance. Il récupère le point de vie perdu. OK, ça va, ça va. Là, on commence à être dans la partie dangereuse. Alors, on relance tout ça.
On a déjà 2-1 au lancer initial. Là, on pourrait s'investir un peu en divinité, là, si c'est possible. On a 2-3 ici qui peuvent être utiles pour récupérer quelque chose. Notre 6 pourrait devenir un 1, notre 5 pourrait devenir n'importe quoi. On va relancer notre 2. Ça devient un 3. On va lancer un autre 3. Ça devient un 5. Oh, et ça, c'était peut-être pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée. Parce que j'ai oublié qu'en les relançant, je ne pourrais pas les utiliser ici, seulement pour lui. Mais bon, ce qui est fait est fait. On va maintenant... Je pourrais quand même transformer ça en 6, ça me ferait 2 dés pareils. Non, je ne pourrais pas. OK, alors on va transformer notre 5 en 1. Comme ça. Notre 6 en 1. Comme ça. Et ce dé-là va nous faire un bouclier. On inflige nos dégâts. 1, 2, 3, 4. Il n'est pas mort. Ben, en fait, on n'essaie pas de les tuer. Là. Je veux dire, il reste un peu de purin, là, de fumier, mais c'est à peine. Et les effluves d'excréments nous font subir un dégât. Et on y va finalement avec notre dernier, je l'espère, lancé. On va espérer monter en divinité et peut-être, pourquoi pas, gagner un peu de points de vie. Alors, on a tout ça ici. Alors, on a un 1, donc on est sûr de pouvoir l'achever. On a 2, 4, génial, c'est sûr qu'on verrouille ça. On va relancer, en fait, il faut seulement 2 dés pareils, alors on va utiliser notre 5, on va dire que c'est un 6, on met ça là. Et voilà, on inflige nos dégâts, c'est réglé. On monte d'un emplacement divinité, yahoo! Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on gagne 2 points de vie. C'est terminé pour cette épreuve. Alors, voyons voir, parce qu'on a encore une fois un choix. Je vais seulement mettre ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix cette fois-ci? On a soit qu'on gagne 100 vaches immortelles ou 100 vaches immortelles. Alors, ce qui va changer, c'est la récompense en bas, l'effet en fait. Mais on va parler de ce qui est en haut parce que ça a de l'importance. Oui, on va gagner des cœurs, mais on va devoir se débarrasser d'une récompense qu'on a déjà. Alors ça, il faut prendre ça en considération. Les effets. Ça ici, on met un dé là et on peut relancer n'importe quel autre dé. Ici, on met un dé là, on le perd. En fait, ce dé-là, on ne peut pas l'utiliser pour infliger du dégât, mais un autre dé, on peut le changer sur la face qu'on veut. Des relances, et ça, ce qui est cool avec lui, c'est que, parce que peut-être que vous avez l'impression que ça c'est moins fort, c'est que le dé que je mets là, ça me permet de relancer un autre dé, et en plus, ben, peut-être que j'ai exactement ce qu'il me faut ici, mais ce dé-là, je peux quand même l'utiliser pour infliger des dégâts. Alors, peut-être 2 dés pour du dégât, ou un dé assuré. Je crois qu'on va y aller avec un dé assuré, parce que ça nous fait comme un bébé, si on veut, féroce. Mais par contre, qu'est-ce qu'on enlève? Je crois qu'on va enlever les relances. On va garder le reste. On gagne 3 points de vie. 1, 2, 3. On a enlevé notre récompense. On a notre nouvel effet juste ici. Et voilà. Alors, on continuerait normalement avec notre prochaine épreuve, qui sont les oiseaux. Mais je m'arrête ici parce que, comme je vous disais, en fait, il y a une certaine surprise à découvrir le jeu pour la première fois, découvrir ses casse-têtes pour la première fois. Alors, je crois qu'avec les épreuves que vous avez vues, vous avez quand même bien compris comment le jeu se joue, même si ce sont les premières épreuves qui sont un peu comme une introduction au jeu. Le jeu continue de se complexifier, le casse-tête continue de se développer, notre paquet de cartes continue de se modifier aussi, nos effets et tout ça, mais je crois que ça vous donne
un bon aperçu du jeu. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu dans les 12 travaux d'Héraclès. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir une vraie petite pépite pour les joueurs solo. Vous devez savoir qu'une fois qu'on a passé à travers les 12 épreuves, oui, on va pouvoir les refaire. Il n'y a pas une variabilité. En fait, les épreuves ne changent pas d'ordre. Il n'y a pas des épreuves alternatives non plus. Mais au moment de filmer cette vidéo, c'était la 4e session du jeu que je faisais et à chaque fois, j'ai l'impression encore, même si je connais les casse-têtes, j'ai l'impression d'arriver devant une situation un peu différente avec les cartes de modificateurs, le résultat de mes dés. Oui, c'est sûr qu'on va avoir également les mêmes effets dans le même ordre, mais c'est possible qu'on ne récupère pas les mêmes récompenses, puisque parfois on a des choix. Il y a les cartes spéciales des fantômes aussi qui vont venir varier plusieurs trucs, quelques petites surprises vers la fin aussi. Donc, il y a, oui, de la rejouabilité, mais il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas beaucoup de variabilité d'une partie à l'autre. Peut-être que le jeu proposera éventuellement dans le futur des mini-extensions ou des boîtes indépendantes qui seront combinables. Ça serait vraiment cool, ça serait vraiment génial. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à capter votre attention. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette petite boîte dans les commentaires. Et je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine!